Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. Je suis avec Pierre Mestet, salut Pierre. Bonsoir à tous, salut Clément. Et on va prononcer une phrase qu'on n'a pas eu depuis 3 ans, mais c'est la review du Grand Prix du Canada. Et oui, après 2 années Covid, ça y est, le Canada était de retour au calendrier, ce qui a fait que c'était non seulement la première de Zhou Guanyu, mais aussi de Nicolas Latifi à domicile, et de Mick Schumacher et Yuki Tsunoda, les 2 rookies de 2021. Alors, Pierre, déjà de façon générale, qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix ? Certains l'ont trouvé un peu ennuyant. Moi, personnellement, je me suis bien amusé avec la bataille devant, on en reparlera après. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix sur circuit où il y a quand même 4 lignes droites ? Alors, on parle du Grand Prix ou du week-end de Grand Prix ? Ah, tu peux parler au global, vas-y. Alors, moi, au global, personnellement, je me suis autant éclaté à la qualif. J'ai trouvé que la battle full wet d'un côté et intermédiaire, ça donnait un truc de fou parce que d'un tour à l'autre, ça bougeait, notamment en Q2 où des fois il y avait des pilotes qui étaient vraiment à la limite. Et là, pour le coup, on les a vus à la limite. Mention spéciale, notamment à Alonso, mais je pense que c'est pas le seul. Cette espèce de sortie de la chicane avant la ligne droite, départ-arrivée, tout en glisse, c'est magnifique à voir. C'est un vrai régal pour les amateurs de pilotage et les amateurs de trage. C'est vraiment de la science de pilotage. Et puis il prouve accessoirement avec une P2 que à 40 ans il est peut-être pas aussi pourri et la retraite c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Il a une science du placement de la voiture et d'analyse de la surface qui est quand même dingue, quoi, parce que le mec est passé juste un tour avant. Et forcément, la surface a évolué, mais il a anticipé l'évolution avec le passage des voitures pour la mettre parfaitement au bon endroit, pour rester à l'intérieur sur les surfaces sèches plutôt que d'aller chercher à l'extérieur. Enfin, c'est une leçon, ce tour. Et alors, Russell a été assez décrié, mais moi, je suis pas trop d'accord. Je pense que en inter, clairement, Verstappen était imprenable. Chez Mercedes, ils ont bien fait d'assurer avec Hamilton qui restait en inter. Russell qui avait pas grand chose à perdre de toute façon, quitte à tenter les softs, autant tenter les softs. Ce qui a manqué peut-être, c'est que au niveau du virage 1 et 2, c'était peut-être pas assez dégagé. Il sort de la piste, il abîme un peu l'aileron arrière. Bon, c'est pas de bol, il arrive à repartir. Mais mauvais timing. Là-dessus, Mick Schumacher avait raison quand il disait à la radio que c'était un petit peu juste. Oui, il a manqué de pas grand-chose, mais c'était encore un petit peu juste pour tourner avec la gamme des pneus par temps sec. Après, ça aurait pu être intéressant et pourquoi pas. C'était une tentative à faire. De toute façon, il fallait un moment, il fallait tenter quelque chose. Sinon, à la régulière, avec tout le monde avec les mêmes pneus, c'était Verstappen qui faisait la pole, donc forcément, c'était le moment de tenter un pari. Et c'est ce qui s'est produit. Je pense que globalement sur Multi-21, on a quand même on a un peu de mal avec le personnage Verstappen, ou alors je ne prêche que pour ma paroisse et dans ces cas-là. Non, je pense que la plupart de l'équipe a du mal, je pense, avec le personnage en soi. Tu as raison. Après, ceci dit, il a été très fort, c'est-à-dire sur la qualif, boum. Il est dans la lignée des Senna, il est dans la lignée des Schumacher, dans la lignée des Hamilton, dans la lignée des Button, de ces pilotes qui sont capables d'avoir le petit truc en plus. Alors, je sais pas si on a des anciens, mais on pourrait aussi parler de Jack Hicks, bien entendu, Rainmaster par excellence, ou Clark, mais ces pilotes qui, dès que les éléments se déchaînent, ont un petit truc en plus. C'est simplement magnifique. Après, on n'aime pas, mais il y a ce mérite au moins qu'il faut lui reconnaître. Il colle quand même une sacrée avoinée au reste de la concurrence. Il met 6 dixièmes, plus de 6 dixièmes à Alonso. Bon, moi je dis respect. Un truc comme ça, même si j'aime pas le pilote, je dis quand même respect. C'est clairement le meilleur sur la grille aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Et je voulais enchaîner par rapport à la course.
parce qu'on a eu pas mal de spectacles sur cette course-là. Mais est-ce que toi, tu as eu l'impression à un moment que Sainz pouvait aller chercher Verstappen? Parce que j'ai vu des avis des deux côtés, je vais donner le mien après, mais est-ce que toi, tu as vu une lutte pour la victoire à un moment donné? Alors, la lutte, elle était très intéressante. Il y avait, je crois, une différence de 5 ou 6 tours au niveau des trains de dur entre Verstappen et Sainz qui occupaient le commandement de la course à ce moment-là. Je pense que ce qui a manqué à Sainz, et je pense que c'est un problème un petit peu plus global, c'est Verstappen arrivait à avoir de très bonnes sorties de virage et quasiment à chaque tour, dans le premier secteur, il lui remettait 4 dixièmes à tous les coups. C'est-à-dire sur la ligne, Sainz était à peu près à 5 dixièmes. Boum, on arrivait à la fin du premier secteur, il était revenu à 9 dixièmes. Et dans ces conditions, c'était très compliqué parce que Verstappen restait très solide dans le deuxième secteur. Sainz n'avait l'avantage que dans le troisième secteur. Donc, bien aidé par le DRS, je pense. Mais la Red Bull était capable de donner le change. Et bah, elle était entre les mains de Verstappen. Donc, en voyant, on va dire, un petit peu les partiels, c'était très compliqué. Après, Sainz, je pense, a manqué un tout petit peu de rigueur, c'est-à-dire soit il a levé légèrement le pied à un moment donné sur un ou deux tours, peut-être pour refroidir un petit peu le moteur, parce que ça faisait quand même plusieurs tours, et puis les pneus, il s'était plein de graining en début de course, donc il voulait peut-être éviter ça, sachant qu'Hamilton était quand même pas très loin derrière. Donc il est allé au front, moi j'y ai juste un petit peu cru à l'avant-dernier tour, mais il se loupe à la sortie de l'épingle. Il avait fait un gros tour, il était à 5 dixièmes à l'entrée de l'épingle. Alors je pense que peut-être sur la deuxième zone DRS après la chicane, il aurait peut-être tenté quelque chose. Après, ça s'est pas fait, donc chapeau à Verstappen pour grosse défense et Red Bull en matière de stratégie. Et puis pour Ferrari, ils ont tenté ce qu'ils pouvaient, mais malheureusement, opération manquée, parce que Verstappen remet 25 points dans la cagnotte, quand Leclerc, malheureusement, n'en marque que 10. Et je pensais à ça, mais moi, c'est la troisième fois que je vois Carlos Sainz en position d'aller chercher une victoire. Les deux fois précédentes, c'était en Italie en 2020, on s'en souvient tous, et cette année à Bahreïn pour le premier Grand Prix, parce que ces deux autres deuxième places, c'est à Monaco, il n'y a pas grand chose qu'il peut faire. Peut-être cette année à Monaco un petit peu plus, mais bon, Nicolas Latifi avait décidé de ne pas laisser passer ce drapeau sur drapeau bleu. Mais en tout cas à Bahreïn, ici à Montréal et en Italie il y a 2 ans, ça fait 3 fois qu'il bute sur 3 pilotes différents, Pierre Gasly, Charles Leclerc et Max Verstappen. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il lui manque un truc par rapport à ces pilotes-là, tu vois. Autant j'ai l'impression que si Lando Norris a une occasion véritable, il pourrait aller chercher sa première victoire. Autant pour Sainz, j'ai du mal à y croire. Tu vois, j'ai l'impression qu'il lui manque un truc. Tu parlais tout à l'heure de cette distance que lui mettait Verstappen dans le premier secteur. Et pour moi, c'est ça. Il y avait un manque. C'était pas assez incisif. Il y avait un manque d'agressivité à un endroit. Comme si à deuxième place, c'était déjà un excellent résultat et qu'il pouvait pas aller chercher plus. Alors qu'on sait qu'il veut gagner, comme tout le monde. Mais je sais pas. Moi, je trouve que Carlos Sainz, il te donne pas l'impression qu'il va pouvoir aller terminer le job. Pour l'instant. Après, peut-être qu'à un moment, Vas-y. Après, juste une chose, il n'est pas non plus, je pense, dans le meilleur aspect psychologique, c'est-à-dire il sait qu'il a quand même fait un début de saison qui est très très moyen, c'est-à-dire pour un pilote Ferrari, parlons, où on l'attendait beaucoup mieux, et c'est peut-être justement d'être proche de la victoire, c'est peut-être une manière de se rassurer. Moi, j'ai bon espoir. Je pense que quand tout sera bien en place, il sera capable d'aller en gagner une. Et ça va faire un petit peu comme bon nombre de pilotes. C'est-à-dire, par exemple, un champion comme Button, quand il a gagné sa première course, on a senti que derrière, voilà, il soufflait et ça allait mieux. Il y en a plein comme ça où ils ont attendu des années, et une fois qu'ils ont gagné, ils ont compris que, il y a besoin du petit truc. Je pense que Sainz, il a besoin de connaître la sensation de vainqueur de Grand Prix, peut-être pour avoir ce petit truc, parce que concrètement, tu en as reparlé. Alors, Gasly,
un peu différent. Mais sur les deux autres, des Verstappen ou des Leclerc, c'est des gars qui ont déjà gagné des courses. Donc ils savent comment gagner une course. Ouais, mais il y a bien fallu un moment où ils gagnent leur première et ils sont allés la chercher, tu vois. Ils sont allés Ouais, chercher d'une certaine oui, manière. Tu oui vois. et non. Verstappen, ça a été sur un gros concours de circonstances, mais il C'est- fallait quand même contenir un gars comme Raikkonen, qui était pas Voilà. n'importe qui. Et pour Leclerc, c'est un peu différent dans la mesure où c'est ton coéquipier et bah, tu sais que quand même l'autre est légèrement préféré par rapport à toi. Je dis pas que tu es déjà dans une démarche de numéro 2, mais à un moment donné, il y a peut-être aussi une consigne qui a été passée de dire bon, allez les gars, c'est bon, vous avez assez joué, maintenant on stabilise. 1-2, Ouais, mais sur. basta. Hmm. Alors, j'entends bien, mais sur la première course de la saison, c'est vrai que moi, ça me. Enfin, pour moi, c'était le moment où il fallait aussi essayer d'aller chercher. Et puis, Ça se enfin, défend. à ce moment-là, tu vois, tu parles de Button. Je pense qu'on peut donner trois autres exemples. Pour moi, il y a quatre chemins qui peut suivre. Tu l'as dit, il y a le chemin de Button, c'est-à-dire qu'une fois qu'il enclenche une, il enclenche jusqu'à un titre de champion du monde. Après, c'est des concours de circonstances. Il faut se trouver dans la bonne écurie au bon endroit, il n'y a pas de souci. Ou alors, plus simplement, il arrive à enchaîner pas mal de victoires une fois qu'il est à première, comme un gars comme Bottas. Mais moi, je trouve que ce qu'avait montré Bottas chez Williams, c'était un peu plus fort que ce qu'a montré euh, Sainz chez McLaren, tu vois, dans le sens où Bottas, quand il n'a pas gagné une victoire chez Williams, c'est parce que devant lui, il y avait Rosberg et Hamilton. Euh, L'ami Sainz, il s'est fait barrer par Pierre Gasly sur une AlphaTauri. Et on adore Pierre Gasly, pilote extrêmement talentueux. Moi, je trouve même plus talentueux que Carlos Sainz, mais c'était sur une AlphaTauri. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as ce deuxième chemin. Le troisième chemin, c'est celui d'Heikki Kovalainen, c'est-à-dire le parfait coéquipier qui va aller en chercher qu'une. Et ça va pas lui débloquer grand-chose. Et le quatrième chemin, c'est le coéquipier qui n'arrive pas à passer ce plafond de verre, c'est Romain Grosjean. Tu vois? Moi, je vois ces quatre scénarios-là. Et le truc, c'est que euh, plus les. Moi, je te le dis honnêtement, hein, je l'ai vu derrière Verstappen. À aucun moment, je me suis dit, Sainz va aller gagner. Je pense que si tu n'étais pas ferrariste de base, tu pouvais pas te dire, il va y avoir une grosse bataille, Sainz va aller. Non, c'était trop loin, trop fort pour lui. Et même s'il avait vraiment rattrapé, parce qu'à un moment il était pas loin, il était à 4 dixièmes, mais même s'il était arrivé à peu près sur la même ligne, la défense de Verstappen aurait été trop dure pour lui, je pense. Et il n'est pas encore à ce point-là. Peut-être qu'il y arrivera, mais par rapport à un autre pilote. Mais encore une fois, il l'a pas réussi par rapport à Gasly, et il l'a pas réussi par rapport à Leclerc. Donc ça fait quand même trois pilotes différents, avec trois styles de pilotage différents et trois défenses différentes, qui ont réussi à le garder derrière. Donc je sais pas jusqu'à quel point il y arrivera. Peut-être que s'il se retrouve à un moment face à un George Russell où tous les deux ils doivent aller chercher la première victoire, et encore même pas. Moi, en y pensant là, tu vois, si je les vois tous les deux se battre pour une victoire, je mets George Russell vainqueur et pas lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça sur Carlos Sainz. J'ai un peu encore du mal avec ça. Mais peut-être que je me trompe, hein. Mais mon avis, c'est que pour l'instant, il est pas prêt. Bah écoute, on verra, mais après, ouais, je te rejoins au niveau de l'analyse, je te rejoins au niveau des différents chemins. Après, je pense que ça sera à lui de confirmer d'une certaine façon ce dont on pense de lui, ou ben, tout simplement nous montrer qu'on s'est trompé et que bah il est capable d'une certaine façon d'en débloquer une et une victoire qui en appelle d'autres. Wait and see sur le reste de la saison, il reste encore pas mal de courses et je pense il y aura peut-être d'autres opportunités peut-être pour lui. Je reviens sur la course, du coup, on terminera par un point local de l'étape. Mais je reviens sur la course. Qu'est-ce que tu as pensé de la course dans son ensemble? On a parlé du week-end de Grand Prix, de ces qualifs qui ont été passionnantes, mais qu'est-ce que tu as pensé de la course? On en parlait un peu à la rédac avant de faire cette émission. Paul nous avait dit qu'il trouvait un peu ce Grand Prix mou, que pour lui c'était un Grand Prix du Canada moins intéressant que les précédents, avec ses F1 2022, qu'il y avait un train de DRS qui s'était créé et que lorsque le pilote devant était suffisamment rapide sans DRS, il y avait peu de dépassements. Thomas disait que lui il avait bien aimé parce qu'il y avait l'incertitude en tête et la remontée de Leclerc, mais que effectivement le midfield était un peu mou et c'était peut-être dû aussi à ces F1 trop larges, parce que c'était toi je crois qui avait parlé de dire que c'était mieux qu'à Imola, mais Montréal est plus large avec plus de lignes droites. Et donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette course là? Est-ce que tu l'as trouvée aussi intéressante que le reste de la saison pour l'instant, plus intéressante, ou est-ce que comme Paul tu t'es dit c'est moins bien avec CF1 2022? Alors plusieurs choses. Déjà, je vais commencer par un mea culpa. C'est vrai que dans la discu, j'ai parlé d'Imola. Après, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que Imola,
euh, on était sur des conditions assez changeantes. Donc à un moment donné, oui, il y a eu un train de DRS et Hamilton était dedans. Faut pas oublier non plus qu'il y avait qu'une trajectoire sèche, c'est-à-dire si on sortait de la trajectoire, grosso modo, il y avait plus de grip, il y avait plus rien. Donc un peu compliqué. Et il faut pas oublier que le Canada, c'est vraiment la ligne droite, alors qu'Imola, on est sur, oui, une ligne droite, mais une ligne droite courbée quand même, qui amène jusqu'à Tamburello. Ça, c'est la première chose. Euh, j'ai bien aimé la lutte en course. Euh, Grosso modo, moi je me suis pas ennuyé, c'est-à-dire sur les décisions qui ont été prises sur les VSC, les voitures de sécurité, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que ça a été bon. J'ai bien aimé la bataille vers la fin entre les Alpines et les alphas. Il y avait notamment Guan Yu Zhou qui faisait un gros pressing sur Alonso, donc c'était quand même assez sympa. Les différentes stratégies, c'est-à-dire on a eu quand même pas mal de variétés, certains qui ont fait deux arrêts, d'autres qui ont fait un seul arrêt, certains qui sont partis direct avec des médiums et qui les ont troqués assez rapidement quand d'autres sont partis en hard et ont quasiment couvert les deux tiers, les deux tiers de l'épreuve. Donc il y avait quand même enfin, stratégiquement parlant, c'était très très intéressant. Après, c'est pas le Grand Prix le plus ouf, on est d'accord. Moi, je trouve que c'était un bon Grand Prix, sincèrement, sur l'ensemble sur le reste des Grands Prix de la saison. Je me suis pas non plus trop ennuyé. J'ai trouvé que c'était intéressant dans la mesure où il y avait quand même de la bagarre à peu près partout. Et oui, bah, sur ce côté de train de DRS, oui, c'était un petit peu embêtant, mais on l'a vu par exemple quand Tsunoda faisait un petit peu bouchon à un moment donné ou un truc comme ça. Derrière, ils étaient un petit peu capables de se dédoubler. On a également vu à un moment donné quand il y avait la battle entre Leclerc, Bottas et Albon, bah ça se dédoublait, etc. Ce qui était comment dire, ce qui était très perturbant, c'était des fois sur un dépassement, la distance qui était mise entre la voiture dépassée et la voiture qui venait de passer. Des fois, sur un tour, il y avait quasiment entre 1 seconde 5 et 2 secondes. Donc c'est là où on voit des fois les différences de rythme. Et dernier petit point, mention spéciale aux pilotes qui ont réussi à placer des attaques à l'entrée de la chicane, pardon, à l'entrée de l'épingle du casino, excusez-moi. Euh, on arrive avec une bonne pleine charge. Faut être sûr de son coup et que le collègue à côté ferme pas la porte. Autrement, c'est un carnage, hein. Bah, Charles Leclerc 2 fois sur les Alpines, très belle réussite. Parfait. Je vais rien ajouter à ce que tu as dit parce que je suis globalement d'accord. Moi aussi, enfin, j'ai trouvé ça très sympa les batailles en peloton. C'est vrai que encore une fois, on l'avait déjà constaté à Miami, mais je trouve que si la voiture devant est trop rapide, ça peut créer un petit train de DRS, mais du moment que il y a une petite différence de stratégie qui se crée avec ces F1 2022, c'est possible. Et ben on se retrouve avec une course assez variée et c'est plutôt sympa. Franchement, je pense pas qu'on puisse qualifier cette course de Grand Prix ennuyant comme j'ai vu à certains moments. Enfin, ça reste de la F1, il y a quand même une dimension stratégique à prendre en compte. Et puis, encore une fois, enfin, je veux dire, oui, alors, le Grand Prix du Canada, c'est un Grand Prix qui se prête aux rebondissements, etc. Les rebondissements, on les a eus. Moi, je considère qu'il y a une différence entre rebondissement et accident. C'est-à-dire, faut pas non plus regarder ça comme on regarderait un combat de gladiateurs. Moi, c'est une vision pour moi erronée. On parle d'abord d'êtres humains, on parle de sportifs de haut niveau, alors qu'ils sont payés des fortunes pour faire un boulot d'excellence. Oui, d'accord, mais on n'est pas non plus au spectacle pour regarder quelqu'un se manger un mur. Moi, je suis... ce côté spectaculaire d'américanisation de la F1 me déplaît, parce que bah, ce qu'on disait un petit peu, c'est sur le côté du spectacle qui prime sur le sport. Faut quand même pas oublier qu'à la base c'est un sport et qu'on a de l'humain quand même dedans. Donc et sans compter, on parle des pilotes, mais il y a tout ce qui va autour, c'est-à-dire les commissaires de piste,
sans compter au sein des équipes, ce qui peut être des mécaniciens qui sont quand même exposés aux premières loges quand il y a quelque chose. Donc il y a cette dimension qui reste importante. Je terminerai juste sur une dernière chose. Le règlement 2022 a résolu une partie du problème, c'est-à-dire oui, maintenant on a des F1 qui sont capables de suivre, alors qu'avant on avait cette saleté de dirty air où c'était quasiment pas possible. Au bout de 2 tours, le gars à la radio disait écoute, lâche prise parce que là t'es en train de cramer les pneus, c'est plus possible. Là ils arrivent à suivre, ok c'est bon. Mais par contre, désolé, mais c'est plus possible d'avoir des F1 qui ressemblent de plus en plus à des semi-remorques, quoi. Oui, ça par plus contre, possible. ça, on en reparlera, je pense, quand on fera un bilan de la saison sur cette première saison de cette nouvelle réglementation. On l'a déjà dit avec Thomas, avec Louis dans cette émission en début de saison, mais trop de poids, trop de dimensions. Il faut réduire ça. Non, mais oui. Et ça déteint sur ce qu'on parlait, c'est-à-dire on parle spectacle, oui, mais des F1 peut-être moins larges et peut-être un peu moins lourdes et un peu moins longues également, bah, ça peut peut-être permettre sur une piste, je parle en conditions normales, des pistes comme Imola ou Montréal qui sont des pistes old school, pardonnez l'anglicisme, bah, ça peut permettre un petit peu ce qu'on a pu voir sur des catégories inférieures comme la F3 où bah, à un moment donné dans la ligne droite tu vas à 3 de front quoi. Justement, tu parlais de ce côté spectacle et de respecter tout ça. Je propose qu'on termine sur un petit point positif et qu'on parle d'un pilote local, de Lance Stroll, sur lequel on a beaucoup parlé depuis le début de la saison, en mal, et à juste titre, je trouve, parce qu'il n'était pas performant. On a craché notre venin. Voilà, mais là, aujourd'hui, enfin hier, il a été très très bon. Il a été très intelligent dans sa façon de faire la course. À 2 tours près, il faisait le braquage du siècle, hein, parce que quand il s'arrête au 47e tour, il est 8e, et 2 tours après, il y a la safety car qui sort, donc à 2 tours près, il pouvait quasiment sortir 8e ou 9e avec des pneus frais, et dans la lutte, et on a vu comment il est remonté déjà après, parce qu'il ressort 13e, et il remonte 8e au final, avec la pénalité d'Enzo, ou 10e peut-être, je sais plus, enfin bref. 10e. Voilà, donc il remonte pas mal, donc une course solide du Canadien, et une course sérieuse qui fait du bien, et c'est quand même ce qu'on veut voir de lui, parce que depuis le début de la saison, c'était pas trop ça. C'est ça. Assez en retrait, on avait vu ici et là des coups d'éclat de Vettel. Si ma mémoire est bonne, Vettel s'était fait remarquer en Azerbaïdjan la semaine dernière. Il termine 6e. Il avait placé également la voiture dans les points à Monaco avec une 10e place. Donc on avait plus vu Sébastien Vettel, et sur les dernières semaines il n'était pas trop là, moins présent, moins là, alors que sur des courses où généralement ça se gâte un petit peu, ça arrive qu'il soit plus présent, je dirais. Donc il y a peut-être eu un petit déclic, peut-être que justement sur les dernières améliorations ça convient un petit peu plus à Lance Stroll, peut-être qu'il a commencé à s'adapter un petit peu, et puis il y a aussi le côté je dispute la course à domicile, donc ça l'a peut-être aussi un petit peu galvanisé quoi. Et on disait Lance Stroll très fort dans les courses folles, c'est pas une course folle et pourtant il a été très fort, donc c'est l'évolution qu'on attend de lui, parce que certes Lance Stroll est jeune, mais c'est quand même sa 6e saison de F1, 5e saison de F1, je sais plus, 6e. Alors, course folle, je te rejoins. Course à opportunité, c'en était une. Il a su saisir les opportunités. C'est-à-dire, il part 17ème, il termine 10ème. Je te rejoins. Avec un seul arrêt. Non, c'est ça, t'as raison. J'arrivais pas à trouver la bonne formule, t'as raison, c'est absolument ça. Et c'est ce qu'on attend de lui. Après, on attend qu'il soit solide de façon générale. Ça n'enlève pas son début de saison, mais quand on fera un bilan de la fin de la saison, j'espère qu'il y aura plus. J'espère pour lui. Parce que nous personnellement on s'en fiche, hein, on veut juste les meilleurs pilotes sur la grille, mais j'espère pour lui qu'il y aura autant de courses comme ça que des courses qu'on a eues comme Barcelone ou Monaco où c'était franchement pas ça. C'est ce qu'on lui souhaite, hein, parce que sinon ça va commencer à être compliqué pour lui. Mais aujourd'hui, hier encore une fois, c'était très bien. Et moi je l'adore quand il fait ça, hein. Honnêtement, je trouve que c'est un des pilotes qui analyse le mieux la situation de course sur la grille, qui est très intelligent par rapport à ça, qui est très souvent, qui est pas souvent remarqué par rapport à ça, mais qui est très très intelligent sur cet aspect-là. Et encore une fois, il a très bien lu la course,
qui allait s'arrêter quand, quel peloton allait se neutraliser et comment il pouvait grappiller des places sans combattre. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, petit point positif pour finir sur Lance Stroll. Voilà, de temps en temps, on a envie d'être gentil quand même. Bah oui, et puis vu qu'on a ouvert la parenthèse des pilotes payants, on peut saluer la course agressive de Guan Yu Zhou. Pareil, pilote payant, mais il a fait le boulot, hein, clairement. Donc l'Alpha confirme sa bonne forme, ça c'est bien. Il termine juste derrière Bottas. Mais sincèrement, moi, rien à dire. Je me suis régalé sur ses dépassements. Par moments, je n'étais pas trop serein. Je me disais, c'est sa première, il connaît pas trop. Impeccable. Non, c'est pareil. Zhou est à double tranchant depuis le début de la saison, mais quand il est comme ça, c'est très appréciable. Et par contre, lui, dans une saison rookie, donc on verra en saison sophomore ce que ça donnera. Mais quand c'est des courses comme ça, il n'y a rien à dire sur son comportement. Je pense qu'on a fait le tour de ce Grand Prix du Canada. Ça faisait plaisir quand même de revoir le Grand Prix du Canada, qui, et je tiens à le souligner, ressemble quand même beaucoup plus à un urbain que Miami et Jeddah. Là, tu sens qu'il y a des bouts de piste qui n'ont pas les mêmes adhérences, sans que les murs sont juste à côté. Il n'y a pas trop de run-off. Moi, je trouve que ça, c'est un vrai urbain. Et c'est d'ailleurs, je crois que les gens font du vélo à Montréal dessus le reste de l'année. Bref. Tout à fait. C'était un bon Grand Prix, un bon retour. Pierre, je te remercie pour cette émission. Bah écoute, merci à toi. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et sur votre ressenti par rapport à cette course. Mettez un commentaire, voilà, et puis si vous voulez partager sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Vraiment, n'hésitez pas et on vous remercie toutes et tous une nouvelle fois pour votre fidélité, ça fait plaisir. À la semaine prochaine, salut. À la prochaine, au revoir.